Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Le sommet de l'OTAN approche à grands pas. Un analyste français commentera les récentes gesticulations de l'Alliance face à un monde multipolaire qui l'inquiète. Mesdames, messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Depuis la Biélorussie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis les choses au clair. Selon M. Lavrov, Moscou a compris depuis longtemps les objectifs de l'OTAN sur la situation en Ukraine. Il a indiqué que si l'Alliance Atlantique était opposée à un cessez-le-feu, cela signifie donc qu'ils veulent se battre et que la Russie est prête à cela. Sur un aspect bien plus global, le numéro 1 de la diplomatie russe a ensuite dénoncé les tentatives de l'OTAN d'élargir sa présence dans la partie européenne et orientale de l'Eurasie à travers la création de blocs militaires comme AUKUS, le partenariat trilatéral Australie-Royaume-Uni-États-Unis. Pour le chef de la diplomatie russe, l'OTAN devra se rendre à l'évidence que ce jeu dangereux et sans perspective et mène à une impasse. Malgré des arsenaux de plus en plus vides, l'OTAN continue de se creuser la tête pour voir comment elle peut continuer à aider l'Ukraine, dont la contre-offensive tant attendue depuis des mois est d'ores et déjà un échec cuisant. Alors que le prochain sommet de l'Alliance de Vilnius approche à grands pas, la France a fait un volte-face étonnant. D'abord réticente à l'entrée de Kiev au sein de l'OTAN, elle a annoncé qu'elle soutenait désormais la candidature ukrainienne. Pour Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a décrypté ces dernières évolutions géopolitiques. Écoutons-le tout de suite. Lors d'une réunion des pays membres de l'OTSC, Sergueï Lavrov a déclaré que les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que l'OTSC, étaient perçus comme une menace en Occident qui tente de semer le désordre. Et pourquoi l'Occident s'inquiète de ces centres de formation du futur ordre mondial multipolaire selon vous ? Alors, déjà juste pour rappeler, mais il y a depuis le début de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, un très grand succès de l'organisation des BRICS, donc qui comprenait au début 5 pays, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, Est pour South Africa. Et donc ce mouvement qui était relativement formel, mais qui manquait d'un instrument financier, qui manquait de pas mal de choses, en fait, était regardé avec modérément d'attention par beaucoup de pays importants dans le monde. Et là, depuis quelques mois, il y a véritablement une vague d'intérêt. Et ça suit évidemment les sanctions, ça suit le doute de beaucoup d'acteurs par rapport aux monnaies européennes et à la monnaie américaine, donc à l'euro et à la monnaie américaine. Mais surtout, en fait, c'est lié aux sanctions qu'a subi la Russie. Donc les pays se disent, la Russie, elle a respecté tous ses contrats, la Chine fait la même chose, et finalement ceux qui respectent rarement leurs engagements, sont les pays occidentaux auxquels on est complètement liés. Et donc, comme le BRICS c'est quelque chose de relativement informel, les BRICS, c'est pas comme l'Union européenne, une fois qu'on est rentré, on peut plus en sortir, comme on a vu avec le Brexit, c'est extrêmement compliqué. Donc les gens se disent, tiens, cette alliance commerciale est intéressante, et surtout c'est une alliance au sein de laquelle je vais pouvoir faire des transactions en utilisant ma propre monnaie, et donc je vais récupérer, en travaillant avec eux, une partie de ma souveraineté. Parce qu'il faut savoir que l'essentiel des échanges commerciaux dans le monde sont dans ce qu'on appelle les monnaies de réserve mondiale, qui sont essentiellement le dollar, pour pratiquement 80%, l'euro, le yen, le franc suisse, et je crois qu'il y en avait une autre, je suis pas sûr. Enfin bref. Et subitement, en fait, le yuan, et ça a été encouragé lors de la visite de Xi à Moscou, devient une monnaie qui est sérieusement considérée. Et le moyen de paiement, d'ailleurs, par carte MIR, est également considéré, donc pour concurrencer Visa et Mastercard, parce qu'en réalité, Visa et Mastercard ont un vrai contrôle de tous les systèmes de paiement par carte. Tout ce qui est SWIFT, c'est contrôlé par le dollar, et le dollar était la monnaie dominante. Donc,
avec cette démonstration d'hégémonie qui était très forte depuis le début de l'opération en Ukraine, qui était toujours le cas avant, mais qui a pris une autre dimension, les BRICS ont une énorme représente un énorme intérêt. Je crois que juste là, il y a l'Angola qui a déposé sa candidature, il y a l'Iran qui est maintenant membre invité, il y a l'Arabie Saoudite, enfin l'Algérie. C'est plus par rapport aux conséquences sur la monnaie et la domination monétaire que ça inquiète tout le monde. Et clin d'œil quand même, le président français, qui n'a rien à voir avec les BRICS, voudrait être invité en Afrique du Sud. Donc il est tellement persuadé de sa capacité à convaincre tout et tout le monde que il se sent dans un rôle presque de dieu du système qu'il défend, en fait, ce qui est très inquiétant. Justement, l'Occident, on va en parler. Monsieur Lavrov a indiqué que Moscou avait compris depuis longtemps les objectifs de l'OTAN en Ukraine et que si l'Alliance est contre un gel du conflit, cela signifie qu'ils veulent se battre, mais il a affirmé que la Russie était prête à cela. Et quels intérêts se cachent derrière le refus de l'OTAN d'un arrêt des combats ? Déjà, j'ai eu la chance d'être invité souvent à votre émission à la radio. Et ce qu'on a noté, c'est qu'effectivement, invariablement, les diplomaties européennes étaient très sur le plan il faut continuer à alimenter, il faut faire un front uni contre la Russie. Encore récemment en Moldavie, réunion organisée à l'initiative du président Macron. En fait, il y avait 47 pays invités. En fait, c'était tous les pays d'Europe, mais jusqu'à l'Oural, donc sauf la Russie, la Biélorussie et la Turquie n'étaient pas présentes cette année. Et en fait, l'idée, c'était de dire il faut qu'on fasse un front uni contre la Russie. Donc le message, c'est en fait la guerre jusqu'à ce que la Russie s'effondre. Mais pourtant, quasiment depuis qu'il est élu président, Vladimir Poutine a toujours dit qu'un monde sans une Russie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est plus un monde. Donc quand vous me posez cette question, je ne peux jamais m'empêcher de me rappeler cette phrase, qui est à un moment, il va falloir faire la paix, parce qu'une puissance nucléaire comme la Russie ne peut pas perdre une guerre militaire. C'est impossible. Ils peuvent faire une paix, mais ils ne peuvent pas perdre. Or, le message est en permanence un message de faire perdre la Russie. Et donc, je pense que les gens qui disent ça ont perdu la tête. Et Lavrov leur rappelle, leur dit mais si vous voulez pas la paix, ça veut dire que vous voulez détruire la terre entière ou détruire vous. Puisque là, la Russie a mis en Biélorussie des nouveaux missiles nucléaires, mais ils ont également installé des S-400, donc le bouclier antimissile et les missiles. Et on voit aujourd'hui sur la situation en Ukraine avec les systèmes patriotes qui ont été en quelques jours entièrement détruits, alors que c'est des systèmes qui sont censés protéger contre les missiles, donc ils ont été détruits. Ça représente des centaines de millions de dollars. Qu'il n'y a aucun moyen de l'Occident pour se défendre. La seule chose qui est possible, c'est la destruction réciproque, enfin une espèce d'Armageddon. Donc c'est complètement fou, en fait. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire, les raisonnements ne sont pas logiques. Et je vous rappelle quand même qu'il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, le président Poutine, qui était face à une délégation de présidents d'Afrique, qui était la délégation pour la paix, entre guillemets, donc l'initiative pour la paix en Ukraine par les pays africains, leur a rappelé qu'en mars, avec l'aide d'Israël, donc de Bennett et d'Erdogan, donc en Turquie, il y avait eu des pourparlers de paix qui étaient tellement avancés qu'ils avaient été signés, et les annexes avaient été signées et qu'elles étaient extrêmement détaillées, et que la Russie a immédiatement respecté les échéances, le calendrier qui était fixé, donc c'est retiré de Kiev, et en face ils n'ont rien respecté. Au contraire, il y a eu l'épisode de Boutcha, et qui fait que les Russes n'ont même pas pu expliquer qu'ils venaient de se faire berner, quoi. Et donc quand Lavrov dit on a plus confiance, et on sait que tout est faux, je pense que ça a été une preuve de grande patience de continuer à avoir confiance depuis les années fin des années 80,
puisqu'il n'y a aucun contrat qui a été respecté, malheureusement. Donc c'est une parole qui ne vaut absolument rien. Je vais poursuivre justement sur l'OTAN. Le prochain sommet de l'Alliance Atlantique, il approche à grands pas. Et la France a annoncé qu'elle soutiendrait une candidature de l'Ukraine à l'entrée dans cette même alliance, alors que, pour rappel, elle n'était pas favorable à cela précédemment. Et comment est-ce que vous analysez ce changement de position de la part de la France et qu'est-ce que vous attendez de ce sommet concrètement ? Alors bon, déjà c'est un sommet qui va entériner l'arrivée de la Finlande dans l'OTAN, puisque ce ne sera pas totalement bouclé avec la Suède. Donc la Finlande avait réussi à résoudre ses problèmes avec la Turquie qui freinait entre guillemets cette adhésion. Donc je pense que ce qu'on peut attendre, c'est ce qu'on attend de toutes ces réunions, ça va être toujours plus d'engagement. Je crois qu'hier le Pentagone a confirmé 6 milliards 200 millions d'aides supplémentaires à l'Ukraine. Alors c'est toujours des aides diverses, c'est pas que des armes, etc. Donc je pense qu'on peut s'attendre à toujours plus d'armes, toujours plus d'exercices militaires, toujours plus de risques d'escalade ou de bavure. Mais surtout, en fait, ce qui a un côté effrayant, et vous êtes une radio un peu panafricaine, si vous avez entendu le nouveau gouvernement finlandais, donc qui rejoint l'OTAN, donc qui va être sous commandement militaire de l'OTAN, et qui annonce que tous les pays africains qui disposent d'aide de la Finlande aujourd'hui, la Finlande est un pays riche et qui aide certains pays d'Afrique, n'auront plus cette aide s'ils sont proches diplomatiquement de la Russie. Ce qui sous-entend que si dans des votes à l'ONU ou dans des votes, les pays africains sont pas sages, ils auront ça. Et comme ils ont ça de tous les pays de l'OTAN, de tout, on voit comment fonctionne la diplomatie. Donc il y a une diplomatie très musclée à l'égard des pays qui refusent de s'aligner. Et il y a une diplomatie de plus en plus militaire. Et ce à quoi répondent les Russes en disant, vous voyez, les chars Léopard, on les détruit un par un, ce sera pareil pour les avions, ce sera pareil pour les missiles, ce sera pareil pour tout. Mais ça ne résout pas le problème. Je vais revenir à Volodymyr Zelensky qui a fait un aveu très intéressant aujourd'hui. Il a reconnu que la contre-offensive ne se passe pas comme prévu. Et on va essayer de terminer cette interview sur une note positive. Comment l'Ukraine peut-elle être poussée à s'asseoir à la table des négociations selon vous ? Alors, petit 1, je vais rappeler quand même un fait qui est majeur, c'est la destruction d'un des barrages sur le Dniepr. Ça a des conséquences humanitaires qui sont très fortes sur toute la partie sud, au centre de l'Ukraine, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées, et il y a d'autres conséquences au niveau de l'alimentation en eau de la Crimée par le canal de Crimée, mais également la sécurisation de la centrale nucléaire de Zaporijia. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça s'est passé conjointement à cette contre-offensive. En fait, c'était comme un espèce de contre-feu médiatique qui aurait pu un peu déstabiliser les Russes pour avoir à gérer quand vous devez gérer des dizaines de milliers de personnes à déplacer et que vous avez l'armée sur place, c'est elle qui va les aider. Enfin, c'était très compliqué. En plus, il y avait beaucoup de lignes de défense russes qui étaient installées là. Donc tout ça a été déstabilisé, sachant que la zone d'attaque est un peu plus au nord, plus dans la zone justement de Zaporijia. Et la contre-offensive se passe mal parce que le contrôle aérien est entre les mains des Russes. Et en particulier, il y a les fameux Su-25 qui sont appelés les chars volants et qui détruisent absolument tous les véhicules lourds, en plus des drones et en plus des hélicoptères. Donc ça se passe mal. C'est des centaines de morts tous les jours côté ukrainien et pratiquement tous les véhicules lourds engagés, donc ils ne prennent pas beaucoup de place, parfois des petits villages. Qu'est-ce qui est bien, c'est que il était évident qu'il avait besoin de montrer de façon crédible qu'il pouvait gagner quelque chose ou reprendre une partie du contrôle de l'Ukraine tel que c'était avant l'opération spéciale. Et voire même avant le 2014 en fait, quand commence la guerre civile du Donbass, puisqu'il y a une guerre qui a commencé en 2014, une guerre civile. Et donc comment le ramener à la table?
J'aurais eu envie de vous dire que les Américains pouvaient commencer à être lassés de donner autant de milliards qui étaient dépensés à fond perdu, et pour avoir les stocks militaires de l'OTAN qui sont de plus en plus vides, alors que manifestement la Russie, elle, produit plus vite qu'elle n'utilise, que ce soit ses chars et ses matériaux, parce qu'elle utilise très peu en fait les nouveaux matériaux. On voit pas du tout les nouveaux chars, les nouveaux avions, etc. Ils ont une telle profondeur d'armement qu'ils n'utilisent pas ça. Ni même d'ailleurs les 300 000 personnes qui ont été appelées sous les drapeaux maintenant il y a presque un an, et qui sont pas encore sur le terrain. Sachant qu'il faut préciser aussi une chose pour nos auditeurs. Actuellement en Russie, il y a une campagne de recrutement de militaires volontaires qui connaît un très grand succès, et récemment Vladimir Poutine avait évalué ce nombre de personnes recrutées à plus de 150 000. Et rien que sur la première semaine du mois de juin, 9 500 personnes se sont engagées en tant que militaires sous contrat au sein de l'armée russe, et donc ça laisse encore un potentiel, une marge en termes de potentiel humain pour l'armée russe. Il faut vraiment comprendre en fait que les médias russes, et vraiment je vous félicite, il y a une grande diversité, une volonté toujours d'être logique, de s'exprimer sur les questions avec bon sens. Et on voit bien les gens quand on écoute Lavrov par rapport à des ministres des Affaires étrangères d'autres pays, c'est pas du tout le même niveau. Et je pense que les Russes comprennent que ce qui se passe en ce moment dépasse complètement l'enjeu initial, qui reste le même. Les objectifs de la Russie sont de démilitariser l'Ukraine et de pacifier en fait toute la région du Donbass, et puis de faire acter que la Crimée est russe. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait on est véritablement rentré dans une guerre, et j'utilise les mêmes termes d'ailleurs que le président russe, qui est entre le bien et le mal. Et donc je pense que la jeunesse russe a conscience de ça. Et quitte à utiliser le mot, c'est presque une croisade pour sauver l'humanité. C'était Bertrand Scholler, analyste français pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur les dernières déclarations de Sergueï Lavrov, qui a dénoncé la position de l'OTAN sur le conflit ukrainien. Enfin, il a fait le point sur les enjeux du prochain sommet de l'Alliance Atlantique, qui se tiendra à Vilnius en juillet. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, le moment est venu pour nous de marquer une courte pause.